Ce n'est pas la première fois, mais j'ai toujours grand plaisir à être parmi vous. Donc, Monsieur le doyen m'a demandé de vous présenter le profil du médecin généraliste en Algérie. On peut faire un peu d'obscurité? On peut éteindre? Vous arrivez à voir comme ça? Alors, c'est toujours avec plaisir, quand je viens ici, de vous montrer cette toile d'Albert Marquet. C'est une toile qui date de 1925 et qui représente votre belle ville avec le port de Béjaïa. J'aime énormément aussi représenter ce dessin. Ce dessin s'intitule « L'homme de Vitruve ». C'est un dessin qui est énormément connu, je pense que beaucoup parmi vous le connaissent. Et regardez comme l'anatomie, elle est très bien représentée avec les différentes proportions. Alors, celui qui a réalisé ce dessin, c'est Léonard de Vinci. C'est un célèbre peintre, mais qui a plusieurs fonctions. Il est ingénieur, architecte, poète, musicien, philosophe, astronome, inventeur et plus que ça. Mais je parle surtout de son côté anatomiste et physiologiste, donc accessoirement, il aurait pu être un excellent médecin. Néanmoins, c'est la peinture qui l'a un peu fait déraper. Pourquoi je vous présente ce dessin? Tout simplement parce que l'époque a changé et le cahier des charges du futur médecin est maintenant tellement balisé, tellement chargé, qu'on ne peut pas avoir l'occasion d'être comme ce génie-là. J'en profite, toujours, les belles images, pour vous montrer un autoportrait de Léonard de Vinci et à droite, pour vous, la fameuse peinture, la Joconde, qui est exposée au Louvre à Paris et qui a tellement et tellement fait discuter à propos de son regard mystérieux. Un peu plus pratique maintenant, ce médecin-là s'appelle Charles Bolen. C'est un médecin belge qui a travaillé un peu partout, au Canada, en France, en Suisse, et qui est venu plusieurs fois chez nous pour nous faire des séminaires, pour nous organiser des séminaires sur la pédagogie. Il parle parfaitement du médecin de santé publique, qu'il soit médecin généraliste, médecin de famille, médecin référent, médecin communautaire. Charles Bolen, qui a collaboré pendant une trentaine d'années avec l'OMS, définit ainsi le profil du médecin. C'est un médecin 5 étoiles. Donc, le médecin actuel ou le futur médecin, parce que c'est une notion qui date maintenant d'une bonne trentaine d'années, doit avoir ces qualités. Il est dispensateur de soins. Il est décideur, il est communicateur, il est membre influent de la communauté et il est également gestionnaire. Donc, il ne faut pas enfermer le médecin dans son côté de soins. Il est tout cela. On va essayer de voir maintenant ces différents points, étape par étape. Alors, dispenseur de soins, mais des soins de qualité, des soins personnalisés. Les malades qui ont la même affection ne sont pas tous traités d'une manière identique. Donc, le traitement doit être personnalisé. Grâce à la relation qui unit le malade et le médecin, c'est une relation qui est basée sur le respect, sur l'empathie, sur la confiance. On vous parlera en sémiologie sur le transfert positif. S'il n'y a pas un transfert positif, la relation
médecin-malade risque d'être faussé. Et puis sur la confidence, c'est ce que l'on veut dire quand on parle de secret médical. Ce qui se dit entre le médecin et son malade doit rester dans un cadre personnel entre ces deux personnes au niveau de la consultation, qu'elle soit dans le secteur privé ou public, mais ce secret-là doit être maintenu. Il est également le médecin de famille. Il a pu connaître un malade jeune et il le suit jusqu'à l'âge adulte. Il connaît l'épouse, il connaît le mari. C'est un gros avantage parce qu'il connaît le cercle familial. Le médecin peut également être le médecin de la communauté. Le médecin, c'est une personnalité de la région. Il connaît la majorité des concitoyens et la relation, outre le caractère technique médical, peut à un moment donné s'élargir à un côté social. Alors, comment peut-on acquérir ces 5 étoiles? Grâce à une formation médicale initiale de base qui est donnée au niveau de la faculté. M. Tliba vous l'a dit, pour l'instant, elle est de 7 ans. Et donc là, c'est le rôle de la faculté de se prendre en charge et d'être toujours à l'écoute de tout ce qui est actualité, que ce soit sur le plan connaissance livresque ou technologique. Donc c'est un rôle important pour la faculté de se développer, d'être dynamique dans sa formation. Une fois que le médecin est diplômé, il a le quitus pour y travailler, mais la formation, la science, la technologie, l'innovation ne s'arrête pas là. Et donc, pour ne pas être, comme disent les jeunes maintenant, périmé, il faut suivre la formation médicale continue, au développement médical continu. Je dirai un mot tout à l'heure à propos de ces 2 points. Alors, qu'est-ce que la santé? L'OMS l'a définit comme étant un état de bien-être complet. Par complet, c'est physique, mental et social. Physique, le corps ne se plaint pas. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de particularité sur le corps. Il n'y a pas d'handicap. Mental. Le mental, vous le connaissez tous, on ne le palpe pas peut-être, mais on sait quand quelqu'un n'est pas bien dans son comportement, dans son humeur. Donc, il y a des éléments importants qu'il faut apprécier chez votre malade. Enfin, le côté social est fondamental. C'est la personne qui est bien dans son milieu, que ce soit familial, professionnel ou environnemental. Donc la définition de la santé, de la bonne santé, c'est le bien-être physique, mental et social. La deuxième caractéristique, le médecin est également décideur. Dans son approche diagnostique, il faut qu'il fasse un choix éthique, donc un choix de professionnel. Après l'examen clinique, parfois le médecin est amené à demander un certain nombre d'examens complémentaires. Il faut qu'il soit le moins invasif possible. Je vous donne un exemple tout simple. S'il y a lieu de faire une exploration vasculaire, pour être moins invasif, il vaut mieux peut-être commencer par l'examen de Doppler. S'il faut aller un peu plus loin sans être invasif, il vaut mieux faire peut-être, selon les indications, un angioscanner ou une angio IRM. Maintenant, quand il faut faire un examen invasif, c'est l'angiographie ou l'artériographie qui reste un examen quand même cher d'une part et relativement invasif. Donc, le médecin doit décider, en fonction de ses paramètres, d'indiquer tel ou tel examen. Et élément très important à titre individuel, et pour la maîtrise de l'économie de santé, il faut toujours choisir l'examen qui a le meilleur rapport coût-efficacité.
quel est l'examen qui est le moins cher à efficacité équivalente. Donc ce sont des notions très importantes. L'approche thérapeutique, c'est un peu la même chose. Toujours le traitement le moins nocif, le moins invasif. Si vous pouvez guérir votre patient avec des comprimés à prendre par voie orale, pourquoi aller vers l'injectable si l'indication n'est pas posée? L'approche thérapeutique aussi, pour être le moins cher, vous savez que les médicaments, il y a les molécules princeps et il y a les génériques. L'efficacité est souvent la même. Le principe actif, c'est le même. Il n'y a que l'excipient qui change. Et le médicament princeps coûte 2, 3, 4, parfois 5 fois plus cher. Donc là aussi, pour les effets de maîtrise des dépenses en santé, il faut aller vers le générique. Et de grands pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, les pays d'Europe du Nord optent massivement pour les génériques. L'approche professionnelle, c'est une approche éthique, et là aussi le médecin doit être un bon décideur dans l'intérêt de son malade. Quand il voit que le malade nécessite d'être orienté vers une consultation spécialisée ou vers une structure plus compétente, comme l'hôpital, dans les examens spécialisés, il faut qu'il décide à ce moment-là de le transférer. Il est également communicateur, aussi bien avec le patient et sa famille, d'abord, et ça fait partie des temps forts de l'examen clinique, il y a l'interrogatoire, l'écoute. Donc, dans un climat apaisé, de respect, les questions sont posées et le médecin écoute et prend note des doléances de son patient. Par la suite, une fois qu'il a fait une synthèse de cet examen, il peut expliquer la maladie ou la non-maladie. Il peut conseiller, parfois des règles hygiéno-diététiques suffisent plutôt que des médicaments, et éventuellement, il peut orienter le malade vers un médecin plus spécialisé. Le médecin généraliste est également en communication avec les responsables sanitaires. Le médecin généraliste reçoit des directives, des instructions de la part du DSP, directeur de santé donc de la wilaya, ou bien à partir du ministère, et il est, comment dirais-je, régulièrement demandé à répondre, parfois à des enquêtes sanitaires, parfois à des statistiques, parfois à des bilans. Le médecin généraliste peut faire en lui-même un travail de veille sanitaire. Quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, il peut saisir les autorités sanitaires, disant qu'aujourd'hui, parfois il y a même des déclarations obligatoires. Rappelez-vous l'épisode du choléra, quand on a dans sa consultation un cas de choléra avéré, on est tenu de le signaler. Avec la communauté et les médias. Je dirais un mot tout à l'heure à propos des médias. Pour la communauté, là aussi, le médecin est en rapport constant. Le médecin est une notabilité, c'est une personnalité au sein de son environnement. Quand il est saisi ou quand il est sollicité, il doit, d'une manière ou d'une autre, répondre quand il a des éléments fiables à donner. Un exemple de la communication, vous savez tous qu'il y a un plan cancer 2015-2019, et dans ce plan cancer, il y a un certain nombre d'axes prioritaires et un certain nombre de mesures à prendre, et parmi lesquelles, regardez le nombre de tâches ou de mesures qui relèvent de l'ordre de la communication. Le médecin généraliste, il donne des informations, il sensibilise la communauté et les patients. Il parle de prévention, en particulier contre le tabagisme. Il sollicite ses patients à se faire dépister,
à partir d'un certain âge, il est conseillé aux femmes de faire un dépistage du cancer du sein, même si elle n'a rien du tout, mais il lui demande qu'à partir de tel âge, il est bon qu'elle fasse un dépistage du cancer du sein. Le diagnostic précoce, là aussi, plus le diagnostic est fait précocement, plus le traitement sera facile. Il oriente, je l'ai dit tout à l'heure, la communication, il oriente les malades vers le médecin spécialiste et il appelle le médecin spécialiste consultant. Le suivi thérapeutique, la surveillance. Donc vous avez vu, la communication est un axe clé du médecin généraliste. Là, c'est le contre-exemple. Vous avez vu, on a tous connu cet épisode de choléra, et quand on lit la presse, je n'arrive pas à me... Pardon, regardez un peu. L'alerte, le grand cafouillage, communication, la faillite. Et c'était vrai. Au début, on nous parlait d'une maladie mystérieuse. Ensuite, on dit non, il n'y a pas de choléra. Ensuite, si, il y a le choléra. Telle source est contaminée, telle autre source ne l'est pas. Je crois que là, il n'y a pas réellement une cellule de communication qui aurait fait son travail normalement pour rassurer les gens plutôt que de les inquiéter davantage. Donc la communication est un élément fondamental et ça commence par le médecin généraliste. C'est un membre influent, le médecin généraliste est un membre influent de la communauté. Les pays arabes ou dans les contrées où on utilise l'arabe, le médecin est dit el-hakim. Le hakim, c'est le sage. Donc il y a déjà cette notion-là d'une personne qui n'est pas comme une autre. C'est quelqu'un qui est doué d'un certain savoir, d'un certain comportement et d'une certaine sagesse. Le médecin généraliste arrive à concilier, il est le médiateur, il est le lien entre l'individu et la société, et la communauté. Et il a un rôle important donc dans cette communauté. Tout à l'heure, j'étais avec le professeur Liba, et j'ai vu qu'à l'aéroport, il était connu par tout le monde, à l'aéroport. Donc, c'est le côté un peu star du médecin, parce qu'il rend service à tout le monde, et la communauté, elle le sollicite. Et si elle le sollicite, il donne des informations, pas personnelles, jamais, c'est la confidentialité, mais des informations d'une manière globale, générale. Il donne des avis, il donne des conseils. Il est même, dans certaines régions, conseiller auprès du maire. C'est parfois le député de la région, c'est parfois le sénateur, il est parfois le ministre, il peut être même président. Rappelez-vous, les deux présidents d'avant l'indépendance, c'était Farhat Abbas et c'était Ben Khedda, qui était pharmacien. C'est vous dire l'importance que vous allez avoir bientôt, Inch'Allah. Ça, c'est le contre-exemple. Quand on est un membre influent de la communauté, soit que ce n'est pas conciliable, ce n'est pas cohérent de pousser à faire ce genre de grève. Je parle de la grève des résidents. La grève, c'est un acte constitutionnel. Tout le monde a le droit de faire la grève en respectant la loi. Par contre, une grève de 8 mois, une grève qui va jusqu'à arrêter les urgences, les gardes, ça ne fait pas partie de la responsabilité de quelqu'un au sein de la société. Enfin, dernière qualité, il est gestionnaire. Étant en relation avec les individus, ses patients, avec les responsables sanitaires, à quelque niveau que ce soit, avec les associations de défense des malades, avec les laboratoires pharmaceutiques, en toute responsabilité et avec la prudence qu'il faut, et en communiquant les informations
qu'il peut communiquer, il est gestionnaire. Il contribue à la gestion locale, régionale et centrale. Je vous ai donné quelques exemples. Il répond aux enquêtes sanitaires et quand c'est une maladie à déclaration obligatoire, il le fait. Là aussi, c'est bien, ça vous marque les contre-exemples. Donc, la gestion chaotique du choléra, et puis les éternelles ruptures de stock en médicaments que l'on lit régulièrement dans la presse. C'est un acte basique de gestion. Et là, ça peut aller depuis le médecin généraliste qui informe ses supérieurs sanitaires sur le manque ou la rareté de certains médicaments, c'est très important. Et ensuite, ça monte. Même si la direction ou la gestion est à un niveau central, il faut qu'il marque son empreinte en donnant quelques éléments de veille sanitaire. Et donc, je vous ai parlé du médecin, donc du profil du médecin d'une manière générale. Vous le savez, ça fait 2 ans que l'on réfléchit sur cette question, et cette année, on va introduire la refonte des études de médecine pour approcher un peu ce qui se fait d'une manière universelle. Pourquoi aujourd'hui? Je crois que c'est une refonte naturelle ou évolutionnaire. Ça veut dire que depuis maintenant pratiquement 47 ans que notre système de formation n'a pas changé. La dernière réforme remonte à 1971. Je pense qu'il était temps que l'on revoie un peu notre formation et les données que l'on donne à nos jeunes étudiants. Deuxième élément, le pays a connu un certain nombre de transitions. D'abord, la transition épidémiologique. Au lendemain de l'indépendance, l'espérance de vie n'était que de 52 ans, et parmi les affections les plus courantes, c'était les maladies à transmission hydrique. Le développement du pays, qui a fait qu'on arrive maintenant à avoir une espérance de vie de 78 ans, en fait qu'on rencontre de moins en moins ces pathologies infectieuses, mais plutôt des maladies de type chronique, comme les affections cardiovasculaires ou comme les différents types de cancers. Donc la problématique sur ce plan-là, elle a changé. Sur le plan démographique, on reste toujours une société jeune. Mais on a quand même maintenant à peu près autour de 15% de la population qui a plus de 60 ans. Et on commence à voir maintenant les pathologies du 3e âge ou des seniors. La maladie d'Alzheimer, le Parkinson. Et parfois, ça pose de véritables problèmes. Donc, il faut se pencher un peu vers ces affections. Et enfin, sur le plan économique, l'Algérie était un pays à orientation socialiste, avec une planification de tout ce qui est médical. Depuis quelques années, on est plutôt dans une société libérale, et qui dit libérale, il y a certainement des écarts. D'où la nécessité maintenant, c'est important, de maîtriser les dépenses de santé. La santé, ça a un prix, mais ça a aussi un coût. Donc il faut faire un peu attention. J'ai parlé un peu de ça lorsque j'ai parlé des approches thérapeutiques et des approches diagnostiques. La pédagogie aussi, 50 ans, beaucoup de choses ont changé. Les connaissances, l'état de l'art, de la science, de la technologie. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait que la radiologie conventionnelle. Depuis, il y a l'écho, il y a le scanner, l'IRM, le Doppler. Donc ce que j'ai connu il y a 30 ans n'est peut-être plus valable ou pas assez valable par rapport aux techniques qui existent maintenant. Mais il y a aussi les nouveaux concepts d'apprentissage. Il y a l'approche par compétence, il y a la simulation. Donc on est plus vers l'apprentissage et les compétences que les notions théoriques livresques.
Enfin, il y a aussi la responsabilité sociale des facultés. La faculté doit aller au-delà des notions purement de soins, mais elle doit inculquer aux médecins, et c'est son rôle d'être un élément majeur dans la société. Alors, comment peut-on définir le profil du médecin généraliste par rapport à un contexte national? Les contextes ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Je l'ai dit tout à l'heure, le cursus de cette année, c'est ce qu'on appelle la formation initiale de base. C'est le rôle de la faculté d'être à la hauteur. À partir de quoi? On doit prendre en considération les besoins de santé qui sont exprimés dans notre système national de santé, qui n'est pas celui de tel ou tel pays. Chaque pays a un système. Il faut également prendre en considération l'état de la science, des connaissances et des concepts d'enseignement. Et c'est comme ça qu'on arrive à définir les référentiels de formation. D'une manière plus simple, quels sont les objectifs qu'il faut atteindre à l'issue de la formation, les objectifs de formation. Alors, il faut, on a dit, c'est ça un peu la révolution, il faut aller vers la transmission de compétences. Dans ce générique de compétences, il y a le savoir. Ce sont des choses qu'il faut connaître, qu'il faut retenir. Il y a le savoir-être, c'est le comportement, c'est l'attitude. Mais il y a également le savoir-faire, c'est la pratique. C'est la possibilité d'apprendre et de faire certains gestes. Et vu cet aspect des compétences qu'il faut acquérir, le corollaire, c'est l'évaluation. L'évaluation doit être appropriée. Les simples QCM, quel que soit leur niveau, ne vont pas apprécier la pratique. La pratique, c'est autre chose. L'apprentissage des gestes, c'est autre chose. On a introduit le carnet de l'étudiant qui a cette faculté-là de permettre d'évaluer le côté pratique, mais il a un côté encore plus important. L'étudiant est maître de sa formation. Il arrive à se former. Comment? Il sait qu'il doit apprendre tel geste. Il sait qu'il va évaluer sur ça. Prenons le cas de la ponction lombaire. Il va tout faire pour faire une ponction lombaire. Il gère sa formation et ce sera coché. Et donc, c'est un bon point. Et ainsi de suite. Donc, la mise à disposition des étudiants à partir de cette année d'un carnet de l'étudiant fait partie donc des nouveautés. Et bien entendu, c'est grâce à ce cheminement qu'on arrive, ou du moins qu'on espère arriver, à former un médecin généraliste avec un profil qui convient à notre contexte. Ça, c'est pour la formation initiale. Et j'avais dit tout à l'heure qu'on est formé à telle date. On a un diplôme telle date qui nous autorise à travailler. Mais au cours des années, la science ne s'arrête pas. Le train de l'innovation ne s'arrête pas. Il faut rester vigilant et faire appel au développement professionnel continu. Et là, c'est important. Pourquoi? Chez nous, maintenant, c'est quelque chose qui est assez libre. Il y a de très bons congrès, des journées, des séminaires. C'est une très bonne chose. Plus ou moins organisé, mais il faut qu'il soit institutionnalisé. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait des textes réglementaires qui vous obligent à les faire. De quelle manière? Tout simplement en mettant en place une notion de crédit. À chaque fois que vous faites telle ou telle chose, vous avez gagné tel ou tel point crédit. Et c'est comme ça qu'on peut un jour vous dire, vous avez l'accréditation pour travailler et vous allez faire certainement, parce que vous êtes à la page, un exercice médical de qualité. Dans certains pays, quand on vous donne un diplôme, vous pouvez exercer pendant un certain nombre d'années. Par exemple, 5 ans. À l'issue de ces 5 ans, si vous ne validez pas votre licence, vous ne serez plus autorisé à travailler. Donc, de vous-même,
sachant cela, vous allez tout faire pour être à la page. Ce n'est pas demain qu'on va faire ça, mais peut-être qu'un jour, il faut tendre vers cette pratique. Enfin, c'est mon dernier mot, vous avez vu, le médecin généraliste, il a un rôle pivot dans la société. Tout simplement parce qu'il a une relation privilégiée, particulière, authentique avec le patient et avec sa famille. Il a également une relation très proche avec les autres professionnels de la santé, que ce soit les médecins spécialistes, les médecins biologistes pour les examens complémentaires, les radiologistes, ou bien les professions de santé autres, comme la sage-femme, comme le kiné. Si le médecin généraliste estime que son patient doit bénéficier d'un peu de kiné, il l'oriente, il prend rendez-vous, ou bien il lui fait une recommandation. Il y a également la communauté. Le médecin ne peut pas s'extraire de sa communauté. C'est son milieu de travail, il est sollicité, et donc il faut qu'il fasse avec sa communauté. Et là aussi, c'est important, les services de santé, la DSP, le ministère, il ne peut pas travailler d'une manière isolée, il a, excusez-moi, des comptes à rendre à sa tutelle, même dans son cabinet privé. Donc, voici comment nous voyons maintenant le médecin généraliste, il a un rôle pivot au sein de la société. Et je vous remercie.